0. Je me prépare. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées déjà. Est-ce qu'on voit la liste des personnes quelque part? Ah oui, ça y est. Il y a 23 participants, hein, Ah, il y a Marc. 23 participants, OK. Parce que comme je voyais le ah oui, on voit le chat, mais on voit pas le nombre de personnes. OK, bon, OK, ça marche. Eh ben écoutez, bonjour à tout le monde. Ah, j'avais pas vu les participants, je suis dans le chat, voilà. Effectivement. OK, ça va, ça me rassure parce que j'ai l'impression de voir personne. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette, participation à ce chat de présentation. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, puisqu'on est quand même encore au mois de janvier, donc meilleurs vœux, 2023 avec plein de bonnes choses et surtout une belle formation qui s'appelle Certificat de la digitalisation de la fonction finance. Alors, je vais avoir le plaisir de vous présenter l'objectif, c'est de vous présenter, les fondamentaux de ce certificat. Je suis avec, Denis Mollo et Fabrice Rieva, qui sont 2 intervenants dans ce certificat, qui viendront, qui se représenteront quand je vais passer en revue, en fait, les différentes sessions de ce certificat. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite et de vous montrer en fait, les différentes composantes de ce certificat. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé voir en fait, je pense que vous avez peut-être tous entendu parler, vous savez que, tout ce qui est autour de la digitalisation, ça impacte partout notre vie maintenant. Et surtout, ça bouge beaucoup. Vous avez pu voir que les crypto-monnaies, c'était un gros buzz il y a quelques années. Après, c'est redescendu parce que là, actuellement, c'est un petit peu la crise, mais ça va revenir. Enfin bref, donc il faut toujours se tenir un petit peu au courant. Actuellement, le dernier buzz le dernier buzz, je suis un peu, c'est pas péjoratif, hein, c'est dire le dernier phénomène, on va dire, dont on a entendu parler, c'est effectivement le chat GPT. Enfin, ce fameux chat basé sur l'intelligence artificielle. Bon, comme nous, au niveau du certificat, la digitalisation, on aime bien, hein, tous les outils, donc on n'a pas du tout, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, au contraire. Donc moi, le chat GPT, enfin GPT pardon, je lui ai posé des questions sur le certificat et je lui ai demandé en fait ce qu'il en pensait. Oups, voilà. Alors attendez, il faut que je lance ma petite vidéo, si elle se lance gentiment. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc je lui ai posé la question et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du certificat, en fait. Et finalement, bon, déjà, il est honnête, il reconnaît que derrière la notion de pensée, c'est pas quelque chose d'important pour lui. Et il a donné des informations qui sont un peu générales dessus, mais déjà, il a reconnu, bon, l'université Paris-Dauphine, la DFCG et donc effectivement, c'est un programme de formation professionnelle, il a tout à fait raison et que derrière, ça va vous permettre en tant que professionnel de la finance, d'utiliser effectivement toutes les technologies. C'est un partenariat, comme on avait pu le voir, entre Dauphine et la DFCG, qui organise ce webinaire et en fait, c'est effectivement pour vous tenir au courant de tout ce qui va se faire. Alors, je lui ai demandé aussi après les avantages du certificat. Donc là, pareil, il est fort, hein, ce ChatGPT. Il me dit que c'est une formation de qualité, c'est vrai, parce que derrière, c'est à la fois des gens de l'université et de la DFCG. Des compétences pratiques parce qu'on mêle à la fois donc de l'approche théorique, mais aussi des outils concrets, comme vous pouvez le voir, là, on est dans du concret, hein, c'est ChatGPT, c'est du concret. On est à la troisième promotion, donc on est sur une certification qui est effectivement reconnue. Derrière, c'est important, alors il a marqué une opportunité de réseautage. Il est bien ce ChatGPT. Alors attendez, je vais essayer de l'arrêter parce que, oui, je crois qu'il va s'arrêter là. Parce que oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les promos et même interpromos, en fait, échangent beaucoup entre eux pour, s'entraider dans leurs différents projets de digitalisation et c'est vrai que c'est très bien sur cette partie-là. Donc il y a un réseautage au sein de la promo, avec les participants de la promo et c'est très, très bien et ça permet de se tenir à jour effectivement de tout ce qui se passe parce que nous aussi, on est obligé, par exemple, de se tenir à jour. ChatGPT, ça n'existait pas, l'année dernière, hein, quand on parlait du certificat. Donc voilà et je dirais que, finalement, vous voyez, alors tout ça pour vous montrer, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est tout simplement pour vous montrer que, la digitalisation, c'est quelque chose qui, tous les ans, vous avez des nouveautés qui interviennent, et dont il faut tenir compte en tant que professionnel, je dirais, de la finance. Alors, si maintenant je reviens, pourquoi on a mis en place ce certificat? En fait, la digitalisation est en hausse dans les entreprises, bon ça c'est plus qu'évident. Jusqu'à présent, c'était plutôt les fonctions marketing, les fonctions de vente qui avaient le vent en poupe sur la partie transformation digitale. C'était moins ça commence
ça commence à se mettre de plus en plus en route, alors qu'en fait, historiquement, le département de finance, c'était celui qui avait été le plus informatisé, notamment avec la comptabilité, après avec les ERP. Et donc derrière, en fait, là, il y a une sorte d'effet rattrapage. Donc l'objectif, c'est d'accompagner cet effet rattrapage, parce que derrière, on a quoi? On a des spécialistes de la fonction finance, que ce soit contrôleur gestion, des directeurs financiers, qui traitent de la data d'une façon classique avec des classeurs Excel de plus en plus sophistiqués, hein. Je prends souvent là par exemple l'écran d'un DAF là, qui pour résoudre ses problèmes de vision de son classeur, il prend des écrans plus élevés. Bon, le but du jeu c'est de peut-être changer aussi d'outil, et surtout aussi de comprendre l'écosystème digital, parce que l'écosystème digital, il y en a plein, il y a plein d'acteurs dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec qui, quoi, comment, et essayer de s'y retrouver dans je dirais, ce foisonnement d'acteurs qui vous proposent des solutions dans le domaine de la fonction de finance. Donc là, le but du jeu, c'est de mieux comprendre les impacts effectivement du processus de gestion, et d'avoir une formation reconnue qui est à la fois une reconnaissance universitaire avec l'Université Dauphine et un partenaire je dirais en lien avec le monde des professionnels de la fonction finance, c'est-à-dire la DFCG. Donc on a souhaité mettre le meilleur des mondes de Dauphine et de la DFCG pour vous proposer en fait ce certificat. Alors, non, ça c'est pas ce que je veux. Voilà, donc c'est une formation qui est courte, c'est une dizaine de jours, donc qui est validée par Dauphine, donc c'est un certificat Dauphine en fait, comme je vous l'ai dit en partenariat. Au niveau du public cible, que vous soyez DAF, responsable administratif financier, que vous soyez contrôleur de gestion, responsable de la comptabilité, que vous soyez un consultant dans le domaine de la finance, ou même un chef de projet de transformation digitale qui souhaite se spécialiser dans ce domaine-là, cette formation-là, elle est pour vous. Donc ça, c'est au niveau du cible. Au niveau du rythme, en fait, l'objectif, c'est de faire 2 jours de formation en moyenne, par mois. La plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, c'est le vendredi et le samedi, ce qui permet de mieux s'insérer dans un emploi du temps de professionnel. Au niveau de la pédagogie, on est revenu à beaucoup du présentiel. On faisait du distanciel naturellement, quand on était, en confinement, puisqu'on a la première promo, elle a commencé avec le confinement. Actuellement, le distanciel, en fait, on le fait de moins en moins. On le fait surtout pour faire intervenir, par exemple, des intervenants externes du type un éditeur de logiciel, un expert sur un sujet, etc. Donc, massivement, c'est du présentiel. On va avoir des parties aussi en e-learning sur des sujets précis. Au niveau des intervenants, vous avez des personnes, par exemple, comme Fabrice Riva, qui sont en fait des professeurs de l'université. Vous avez des professionnels de la DFCG, comme par exemple Denis Molot. Et l'objectif, c'est d'avoir à la fois du concret, en phase avec ce qui se passe sur le terrain, et d'avoir un recul pour mieux comprendre l'impact de cette digitalisation sur les métiers de la finance au sens large. Donc, l'évaluation de ce certificat repose en fait l'élaboration d'un mémoire sur un sujet de votre choix. Donc, ça peut être la mise en place d'un RPA dans votre société, ça peut être un reporting, ça peut être ce que vous voulez en fait. La plupart du temps, les personnes qui sont en poste prennent des sujets qui intéressent leur société et leur activité. Ceux qui ne sont pas en poste prennent des sujets plus généraux sur lesquels, par exemple, ils vont aller interroger des éditeurs, qui vont interroger des acteurs, parce que c'est un sujet qui les intéresse. Je pense, par exemple, la dernière fois, il y avait une personne qui avait pris contact avec un éditeur qui était plus en poste, mais qui connaissait bien les périmètres de cet éditeur. Donc, il a passé en revue à la fois l'éditeur et des clients de l'éditeur pour montrer un peu l'ensemble. Donc, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une soutenance sur un sujet qui va vous apporter de la valeur, que ce soit en interne dans votre société ou pour vous-même dans votre quotidien. Alors, au niveau des sessions programmées, bon, là, vous avez toute la liste. Donc, je vais les passer en revue et en fait, je vais faire intervenir Fabrice et Denis, mais peut-être aussi Armand. J'ai vu que Armand est peut-être et comment dire, est connecté. Je ne sais pas s'il peut intervenir à ce moment-là. On va essayer de voir ça. Alors, au niveau du programme prévisionnel,
Donc l'idée, c'est qu'on ait une partie un peu e-learning sur de la mise à jour, du refresh sur des mots-clés du digital, des choses de ce type-là. Donc ça, c'est des choses qui seront en ligne en amont. Vous allez avoir une introduction qui va être faite par Fabrice Tabourin, qui est maître de conférence à l'université, pour une présentation de tout le background, je dirais, du système d'information de gestion, parce que ça fait quand même depuis un bout de temps qu'on est informatisé. Donc on est un petit peu la panoplie depuis l'informatisation de la comptabilisation jusqu'à maintenant ce qui se passe. On a Frédéric Doche qui va intervenir sur la partie du pilotage d'un projet de digitalisation. Donc, bien comprendre les différentes étapes, ce que c'est qu'une gestion de projet dans ce domaine-là, les roadmaps, des choses de ce type. Donc ça, il va vous apporter toute son expertise sur ce sujet. Sur la partie, sur la partie PME ETI, là, je vais laisser la main à Denis pour qu'il puisse intervenir sur ce sujet. Je te propose d'intervenir, Denis. Voilà, donc une petite excuse préliminaire. J'ai des travaux dans la rue et j'ai des caterpillars, enfin des marteaux-piqueurs qui font parfois du vacarme. Donc si on en a peu coupé. Parfois, le matériel est plus dur que le digital. Tu as raison. Voilà. Voilà, donc mon intervention, ça peut pas porter sur le process achat dans une entreprise, mais achat au sens large, c'est-à-dire expression des besoins, démarche d'analyse de la valeur pour requalification des besoins, processus cible au sens large, c'est-à-dire je parle de l'expression des besoins, je parle de demande d'achat, je parle de choix du fournisseur, et je parle de transactions, et je parle de pilotage. Et en fait, ça s'insère dans un contexte dans lequel vous avez un fort courant de digitalisation avec l'invoicing, toute la facturation, purchase to pay, et d'ailleurs tous les clients order to cash, sur la dématérialisation, la digitalisation des factures, qui va au-delà de ce qu'on faisait antérieurement. Il ne s'agit pas seulement de numériser les factures, mais il s'agit de les numériser de manière structurée, selon un formalisme précis, qui doit déboucher sur des gains de productivité et qui doit déboucher sur une meilleure information. Pour votre gouverne, on a un minimum d'une 50aine de champs et de données qui doivent être capturées dans le cadre de la digitalisation. Excusez-moi. Le Caterpillar est en action. Là. Le Caterpillar est en action. Je suis désolé, mais je ne maîtrise pas. Voilà, donc si vous voulez, on va parler de la digitalisation des processus, mais en montrant l'ensemble de la chaîne des processus de dépenses, en s'intéressant un peu au business model des achats, qui, je vous le rappelle, représente quelques 60% des charges d'un compte de résultat en moyenne, c'est donc considérable. Et on va voir comment utiliser de manière la plus efficiente possible les outils de dématérialisation. Alors on va parler en montrant qu'il s'agit d'un projet qui est à la fois d'organisation et de numérique. C'est la combinaison des deux qui va permettre d'être le plus efficace possible. Alors, on va se rappeler qu'on va définir un peu le business model des achats, les orientations stratégiques sous-jacentes, et puis ensuite, ce que ça va donner sous forme de processus. Mais les processus, et c'est au niveau, doivent s'alimenter de données qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, on va voir la manière de définir des données à partir de processus, notamment des données référentes, des données cœurs, et voir comment elles sont exploitées. Et en fin de course, on parlera des outils qui sont adaptés, qu'il s'agisse des outils d'aide à la facturation électronique, qu'il s'agisse du bon usage des ERP pour générer automatiquement ce qu'on appelle les embedded controls, c'est-à-dire des contrôles incorporés qui vont faire des rapprochements entre les flux d'achat, les flux de réception, les flux de facturation. On va s'intéresser à l'intégration de l'ensemble de la chaîne dans une perspective très pratique, c'est-à-dire parce qu'on s'aperçoit que les gens souvent, on leur propose des outils, mais ils savent mal intégrer l'ensemble, ils n'ont pas forcément une vision d'ensemble. Et donc le but premier de ce séminaire, c'est de vous expliquer comment on peut et comment on doit intégrer l'ensemble de la chaîne pour construire un projet qui soit pratique. Qu'est-ce que vous devez faire, par exemple, dans votre PME pour tirer un maximum d'opportunités
des outils de dématérialisation. Et on va parler des rôles, évidemment, de la maintenance d'un dictionnaire de données, du nettoyage, des problèmes de nettoyage des données, les problèmes d'analyse, d'outils analytiques, mais qui n'ont de data analytics, qui n'ont de sens vraiment et d'efficience que si on a prévu les règles du jeu en amont. Vous voyez, il y a une partie stratégique et une partie amont, mais toujours très pratique dans un souci de projet. Comment vous construisez votre projet. Super. Voilà, Alors, je te propose, on va passer parce qu'on est plusieurs à passer. Alors, merci en tout cas, Denis, pour ta présentation. Effectivement, c'est un processus qui est extrêmement important, que ce soit dans une PME ou dans un grand groupe, de toute façon. Et c'est vrai que là, c'est des sujets qui intéressent beaucoup les participants sur cette partie-là. Ouais. Merci Denis en tout cas, et merci à Caterpillar de nous avoir accompagnés. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que donc vous avez cette partie-là. Vous avez une partie aussi qu'on a appelée Big Data, parce que derrière, en fait, on va à la fois présenter ce que c'est que la Big Data, les concepts, etc. Mais on va faire du pratique. Madalina, par exemple, qui est professeure d'université à Dauphine, va vous faire travailler sur Tableau, qui est un logiciel de BI Big Data, qui est un peu similaire à Power BI, pour vous permettre d'appréhender dans le concret cette partie-là. Le reporting à l'ère du digital, moi je vais faire une petite intervention, enfin une intervention sur cette notion, parce que derrière, toute la partie reporting maintenant, c'est devenu le gros du sujet, donc comprendre ce que c'est que la data vise, différents logiciels qui sont associés, s'y retrouver dans un peu le foisonnement des logiciels qui sont dans ce domaine-là. Donc je dirais que c'est complémentaire de la partie big data. Alors attendez, j'essaie de passer mes slides en même temps. Voilà, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Ça devrait marcher. Attendez, hop, voilà. Donc, la robotisation. Alors, entre-temps, nous avons Armand Angeli qui nous a rejoint. Bonjour Armand. Bonjour. Tu nous entends? Mince. Très Voilà. bien. Et vous-même, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Eh bien, écoute, je te laisse te présenter et surtout présenter ton intervention sur la partie robotisation. Écoutez, merci de me prendre au vol. Je passais en touriste en cas de question. Eh oui, tu vois. Puisque vous voulez que j'intervienne, effectivement, donc moi, je vais passer une journée sur les outils de robotisation, en fait, plutôt d'automatisation, depuis Excel, en passant par la RPA jusqu'à l'IA, et on parlera de ChatGPT d'ailleurs, puisque je mets à jour mes slides pratiquement toutes les semaines, ça bouge beaucoup. Donc on parlera d'outils, donc on fera un peu le panorama de tous les outils, donc surtout avec un focus sur RPA et IA. On parlera du marché, on parlera donc de l'offre, et on aura beaucoup de retours d'expérience concrets grâce là, au groupe de travail que nous avons à la DFCG et à un groupe de travail au niveau international. Donc, retour d'expérience, comment s'y prendre, pourquoi pas mal d'entreprises se plantent, et que ce soit au niveau des outils, mais aussi au niveau des processus, de l'organisation, du change management, et on parlera aussi de la donnée, puisque sans bonne donnée, on ne peut pas faire d'automatisation. Donc voilà, donc un panorama complet depuis les outils, mais surtout retour d'expérience sur comment s'y prendre, comment réussir, et on aura un cas réel avec une personne qui viendra exposer son cas réel de RPA. Voilà. Super, bah, écoute, merci Armand, effectivement, bon, en plus tu es vraiment un spécialiste du sujet, et donc ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi nos participants, enfin les participants. Alors, attendez, je reviens sur une petite slide, c'est bon. Et bien écoutez, donc là maintenant je vais laisser Fabrice Riva présenter sa partie sur la partie intelligence artificielle. Je te laisse le présenter, Fabrice. Oui, merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc Fabrice Riva, je suis professeur à l'université Paris-Dauphine. Ma spécialité, c'est la finance, plutôt la finance de marché, mais j'ai par ailleurs un master en intelligence artificielle et sciences des données. Alors, le but du cours là, que l'on va avoir ensemble, c'est de vous faire comprendre un peu les enjeux, et puis surtout, en fait, l'idée, c'est de faire de vous des personnes, alors pas des data scientists aguerris, hein, mais vous mettre en situation d'être capable d'avoir un œil critique, en fait,
lorsque vous aurez à interagir avec un prestataire extérieur ou bien un service interne de votre entreprise dans le cadre de l'installation, le développement d'un modèle de machine learning pour vous aider en fait dans la gestion de votre entreprise. Alors, il y a quelques points sur lesquels j'insiste plus particulièrement. On parlera de data à nouveau, parce que la data, bien entendu, c'est la clé. Alors, la data, oui, mais de la data de qualité. Et je vous montrerai un peu tous les problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on a des data et l'importance d'avoir des data extrêmement propres, parce que c'est le fameux principe garbage in, garbage out. Vous avez beau bâtir le meilleur modèle qui soit, si en input, vous lui passez de la donnée qui est de mauvaise qualité, en sortie, vous aurez un modèle qui ne fonctionne pas correctement. On abordera un peu également les différents types de machine learning. Moi, je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que, bien entendu, vous avez différents types de modèles qui existent et un modèle ne fait que ce qu'on lui demande de faire et un modèle ne peut pas faire des tâches pour lesquelles il n'a pas été prévu. Donc, typiquement, par exemple, je vois que Marc a mentionné dans le petit texte la détection de fraude. Ben, quand on fait de la détection de fraude ou quand on fait de la détection d'anomalies, on ne va pas du tout utiliser le même type de modèle de machine learning que si, par exemple, on va faire de la prévision de vente ou de la prévision de stock. Donc là, on aura un développement là-dessus pour voir quel modèle de machine learning est adapté à quelle tâche. Et puis, on va entrer ensuite un peu dans le capot. Je vous montrerai en fait comment est-ce qu'on bâtit un modèle de machine learning. Donc, ça passe par une phase qu'on appelle une phase d'entraînement du modèle. Donc, je vous expliquerai en quoi ça consiste et quelles sont les erreurs à ne pas faire si on veut à l'arrivée avoir un modèle de qualité. Et puis, on parlera beaucoup également de métriques de performance, comment juger de la qualité d'un modèle de machine learning. Donc, il y aura des exemples concrets. Et je vous ferai d'ailleurs travailler sur un petit exemple tout simple qui a beaucoup bluffé les étudiants l'année dernière. En fait, on a pris Excel. Alors, Excel, c'est pas du tout fait pour faire du machine learning, bien entendu. Mais on a pris Excel et on a utilisé Excel pour faire de la reconnaissance de chiffres manuscrits. Vous verrez que le résultat est extrêmement bluffant et que, moyennant quelques opérations, l'utilisation de quelques fonctions et puis l'utilisation de solver Excel, on peut effectivement faire de la reconnaissance de chiffres manuscrits avec Excel. Alors, bien entendu, ce n'est pas une fin en soi, mais je trouve que c'est un petit exemple simple qui manipule un outil que tout le monde connaît et qui, à l'arrivée, vous permet vraiment de comprendre ce qui se passe sous le capot et, à partant de là, d'être beaucoup plus aguerri et de comprendre ce que vous disent les personnes avec qui vous devrez interagir si jamais il s'avérait que dans votre entreprise, il y a un projet de développement d'IA ou de machine learning pour traiter une tâche particulière. Voilà, c'est un peu l'idée de ce cours. Super, merci Fabrice, effectivement, c'est hyper intéressant. Et écoutez, donc, au niveau de l'intelligence artificielle, donc, Fabrice vous a présenté, on a aussi un cours sur la partie blockchain et fonctions finance. Alors, c'est un sujet qui est toujours un petit peu touchy parce que la crypto-monnaie, ça monte et ça descend, ça a des crises, ça a des explosions, enfin bref, c'est tout un. Alors, le but du jeu, c'est déjà de comprendre tout ce qui est dans l'écosystème de ces fameuses blockchains, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle la finance décentralisée ou des choses de ce type. Il y a un master, pas un master, il y a un certificat qui s'est monté récemment par Hervé Alexandre sur ce sujet-là, spécialisé dans ce domaine-là. Il faut être pragmatique, c'est qu'à un moment donné, demain, est-ce que les crypto-monnaies, on peut être amené à dealer avec des pays qui, par exemple, vont accepter ça plutôt que leur monnaie? Ça s'est déjà passé, je crois que c'est le Salvador qui était comme ça. Donc, on peut avoir des notions de transactions qui peuvent se faire peut-être maintenant par des blockchains qui commencent un petit peu à s'institutionnaliser, à être peut-être moins coûteuses aussi, parce que derrière, on sait que les blockchains peuvent être coûteuses, mais les développements informatiques font que derrière, les choses avancent et commencent à apporter des solutions qui peuvent être accessibles. Bref, le but du jeu, c'est de comprendre cet environnement pour qu'on puisse l'anticiper. C'est peut-être pour demain dans certaines entreprises, dans d'autres, ça peut être tout de suite, mais en tout cas, c'est intéressant de bien anticiper cette notion-là. Donc ça, c'est Hervé Alexandre qui s'en occupe. On va naturellement parler de l'évaluation d'un projet digital, donc calculer le ROI, pardon. Et donc le but du jeu, là c'est Nicolas Berland qui va intervenir, mais ce sera une intervention sur une partie e-learning en fait, donc de présentation pour vous amener en fait à bien comprendre ces logiques-là.
Et naturellement, il faut aussi parler de conduite du changement parce que derrière un projet, de digitalisation, ne peut pas se passer sans une conduite du changement. C'est-à-dire que derrière, il faut prendre en compte à la fois, peut-être vos équipes en tant que financiers, peut-être les équipes, qui sont autour du projet et de bien comprendre comment on va implémenter cette partie-là. Donc là, c'est Jean-François, Marveau qui s'occupe de cette partie, et qui va passer, une journée à parler de toutes les logiques de conduite du changement, parce que ça, c'est un point important pour pouvoir bien réussir son projet. Alors, au niveau de l'évaluation, comme je vous l'ai dit, l'évaluation repose sur un mémoire. Donc, j'en ai déjà commencé à déjà en parler. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est soit vous avez un besoin réel dans votre entreprise ou même chez un client, en fait, si vous êtes par exemple consultant dans le domaine-là. Le but du jeu, c'est de bien réfléchir sur sa mise en place, le déroulé. C'est d'avoir une action de fond sur un projet et de l'anticiper au maximum. Ça peut être une roadmap digitale en interne, ça peut être la mise en place d'un soft particulier, dans un process particulier. L'intérêt, c'est qu'en termes d'accompagnement, vous allez avoir une sorte de double dynamique avec, je dirais, l'ensemble du groupe, puisque vous êtes dans une formation avec un groupe. En général, on est entre, une 10-15 personnes, on va dire, donc vous avez je dirais déjà cette émulation collective, hein, et puis naturellement, vous êtes encadré, par un formateur, ça peut être Denis, ça peut être Armand, ça peut être Fabrice, sur le sujet et qui va vous aider dans la démarche. L'objectif, c'est de faire un mémoire. Le mémoire, c'est 10-15 pages, hein, quelque chose comme ça, et de faire une soutenance orale. Grosso modo, la soutenance, c'est une demi-heure avec un quart d'heure de présentation, un quart d'heure de questions. Voilà, donc c'est ça qui va vous permettre qui va nous permettre de dire, voilà, on valide en fait votre mémoire et donc vous avez votre certificat. Alors, au niveau du planning prévisionnel, donc là, on est en train de finaliser les inscriptions, notamment les dossiers de financement. Donc si vous êtes intéressé, vous allez voir, je vais donner les coordonnées, prenez contact très rapidement avec, les personnes, avec, Amélie Ducrot, vous allez voir. Au niveau du planning prévisionnel, on a prévu de commencer, sur la fin avril. Alors attention, c'est un planning prévisionnel, ça peut encore bouger. L'objectif, c'est d'avoir des sessions qui sont sur vendredi, samedi de, pratiquement tous les mois. Grosso modo, ça nous amène jusque début juillet. Derrière, vous allez avoir la finalisation du mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, le mémoire, en fait, il faut le commencer en amont, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça, on va vous coacher là-dessus, pour que vous puissiez, comment dire? Finir tranquillement la rédaction sur le mois d'été. C'est-à-dire qu'il ne faut naturellement pas le commencer en été parce que sinon ça va être trop tard. Pour le soutenir le samedi 9 septembre, donc à la rentrée. Et par ailleurs, vous avez aussi des parties learning, comme je vous l'ai dit, pardon, et puis on fait des interventions de différents DAF ou experts qui permettent d'avoir le suivi, l'enrichissement d'ensemble. Ça, c'est le planning prévisionnel. Donc retenez que de toute façon, ça s'insère dans votre planning professionnel sans aucun souci. Au niveau du tarif, donc le tarif est de 6 000 €. Vous pouvez avoir des financements par CPF parce que derrière, l'offre est complètement éligible au CPF. Donc vous avez là le site, mais je vous le remettrai ou je pense que, de toute façon la présentation, vous l'aurez, à disposition. Sur le site, vous pouvez télécharger le dossier. Donc vous avez juste un formulaire à remplir et cetera. Et votre contact, c'est Amélie Ducrot. Vous avez son numéro de téléphone, vous avez son email. Heu, prenez contact très en amont parce que derrière on peut vous aider sur la préparation notamment du dossier de financement, parce qu'il y a plusieurs volets, hein. Il peut y avoir le CPF, puis y avoir d'autres volets qui peuvent intervenir et en général, il y a des choses à demander en amont. Donc le plus tôt c'est enclenché, c'est le mieux. Nous derrière, on va regarder en fait, votre dossier et voir ce qui, si vous avez les prérequis en fait pour cette formation. Attendez, voilà, c'est des questions et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc l'objectif, c'est naturellement, c'est de prenez contact le plus tôt possible avec nous pour qu'on puisse regarder ensemble, le sujet. Voilà, est-ce que j'ai raté des choses, Denis, Fabrice ou Armand? Est-ce que vous voulez apporter un petit complément? Non, non, il y a juste des questions là Alors maintenant, de l'audience, effectivement, ouais. on passe maintenant à la parole. Alors, on va déjà traiter tout ce qu'il y a dans le chat. Alors, je remonte le chat, blablabla. Donc,
Merci, merci Alice, oui, on est content. Bonjour Sylvain, bonjour Thibaut. Alors, peut-on le faire intégralement à distance? C'est pas prévu. Enfin, c'est pas prévu du tout. C'est que c'est vraiment une formation en présentiel. Mis à part la partie, une partie e-learning, on l'avait fait complètement à distance quand c'était effectivement le cas. On l'avait fait un peu en mode hybride, mais alors là, c'était la partie un peu plus compliquée parce qu'il y avait des gens qui étaient en présentiel, des gens qui n'étaient pas. Et en fait, derrière, on avait, comment dire, et puis en plus, on avait une grosse demande quand même, faut pas se leurrer, de gens qui voulaient naturellement du présentiel. Le présentiel a quand même ce mérite. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, vous êtes sur la digitalisation, mais le présentiel. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, on fait des choses naturellement à la distance, par exemple avec des experts, des intervenants extérieurs et autres. Mais derrière, en fait, il y a aussi cette cohésion de groupe qui va se créer. Ce n'est que 10 jours, hein, donc derrière, c'est des points importants et ces notions d'échange informels qui sont importants. Donc c'est en présentiel. Est-ce qu'on peut régler en plusieurs fois? Je pense que oui. Ça, faudra le demander à Émilie. Je ne sais pas exactement, ça dépend un peu du modèle. S'il y a un public suffisant, serait-il envisage de délocaliser cette formation certifiante en Nouvelle-Calédonie via la toute récente cellule DFCG? À partir du moment où il y a du volume, pourquoi pas? Je ne sais pas, Denis, un petit voyage en Nouvelle-Calédonie, ou Ah oui, Fabrice, ou Armand? avec plaisir. Hein? Bon, écoutez, voilà, donnez-nous du volume, on arrive en fait. Christine, présentation très claire, mais merci Christine. La partie conduite du changement couvrirait-elle des méthodes comme la méthode agile? Alors, la méthode agile, je pense qu'on en parlera naturellement sur la conduite du changement, mais aussi surtout sur le pilotage, sur le pilotage du projet. Parce qu'effectivement, il faut se tenir un petit peu au courant de cette logique, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je vais intervenir. Bon, pour qu'un séminaire soit intéressant, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de personnes. Moi, j'ai beaucoup expérimenté parce que dans le séminaire achat-dépenses, je fais beaucoup d'études de cas qui s'appuient souvent sur les projets concrets des élèves. Donc, ce qui est intéressant, c'est de nous amener, c'est très intéressant de nous amener les projets. De dire, sinon on se réfère, mais dans mon entreprise, mon souci, mon besoin, c'est je suis pas très efficient en matière d'achat, j'ai le RP qui a été développé dans son coin, la facturation électronique, c'est pas encore le cas, les tableaux de bord d'achat, le suivi des engagements, c'est sur un autre outil. Donc, vous voyez comment est-ce que j'intègre tout ça. Et moi, j'ai gagné beaucoup, les gens ont gagné beaucoup à prendre des exemples vécus dans leur entreprise. Et le mémoire, dans ce cadre-là, est très important, très utile. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai eu des échanges avec les deux personnes, je suis sur le mémoire, et on a contribué à construire un projet qui soit plus rationnel. Donc, je pense que ça, c'est très riche. Voilà, maintenant, je l'ai pas répondu. Est-ce qu'on peut le faire en Nouvelle-Calédonie? Pas de problème, à condition d'avoir un effectif suffisant là-dessus. Pour deux personnes, ça paraît difficile. Alors, les autres questions, justement, quel est le nombre prévu attendu de participants par session? Alors, en fait, l'année dernière, on avait 13 participants. Donc, en fait, nous, on attend entre 10 et 15, voire 20, il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur des effectifs qui sont, si on est entre 10 et 20, c'est très très bien. Donc, c'est vraiment une petite, je dirais, un petit effectif. Ça permet d'avoir des échanges assez riches ou autres. Alors, peut-on répartir sa formation en 2 sessions? En 2 sessions, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 2 années, c'est ça, en fait? Alors ça, je sais pas trop. Enfin, si c'est ça, Thibaut, je sais pas si c'est ça, hein? Ouais, sur 2 années. Alors, je sais pas si c'est possible. Parce qu'en fait, je sais pas répondre. Je vous répondrai, en fait, là-dessus. Parce que grosso modo, lorsqu'on inscrit, il y a une logique d'inscription. Je suis pas certain, parce qu'il y a d'une part une logique d'inscription à l'université, c'est-à-dire que vous êtes inscrit de date à date. Et si vous êtes obligé de passer sur une autre année, entre guillemets, vous devriez repayer le même montant. Vous avez payé 2 fois. Voilà. Et par ailleurs, en plus, les financements, éventuellement CPF, etc., de toute façon, sont aussi sur des histoires de date à date. Donc, je pense que c'est pas possible, de mémoire, comme ça. Alors, attends, peut-être, quel serait un volume non seulement, mais aussi pour les...
pour un déplacement, monsieur, pour l'effet de groupe évoqué. Bah, comme je vous dis, hein, de toute façon, si on est sur un volume d'une quinzaine de personnes, ça peut être intéressant. Ça, c'était une réponse pour Sylvain. Après, est-il possible d'obtenir la structure du mémoire? Alors, on en parle quand on présente, bien sûr, quand on présente l'ensemble, mais grosso modo, ce qu'on demande, en fonction du sujet. L'idée, c'est, par exemple, c'est votre sujet. Je sais pas, par exemple, ça peut être la roadmap digitale de votre entreprise. Bon, déjà de dire, c'est quoi votre existant? Où vous en êtes? C'est quoi la volonté de la direction? C'est quoi les sujets qui ont été mis en avant. Comment, par exemple, on va envisager l'évolution? C'est quoi les différentes étapes? Qu'est-ce que j'ai été voir dans les existants d'autres entreprises ou que ce que je peux voir sur les retours d'expérience à droite et à gauche? Donc, vous voyez, une bonne mise en contexte, puis après, l'opérationnel du déroulé de votre projet. Voilà. Donc en gros, c'est ça l'ensemble. Toujours pour répondre à Thibaut, oui, la proportion présentielle, c'est 90%, et la partie learning est plutôt 10%. Le distanciel est plutôt incorporé, je dirais, dans les présentiels. C'est-à-dire, par exemple, moi, je fais intervenir, par exemple, des experts à distance. Je crois que Armand fait la même chose. Donc voilà comment ça se passe. Alors, voilà, je suis DAF. Alors, c'est pour l'or. Je suis DAF et nous avons beaucoup de projets en cours. C'est bien. Est-ce intéressant de venir en binôme avec notre DSI? Commercialement parlant, je dirais oui. Mais je sais pas après, parce que c'est quand même. Enfin, si, c'est intéressant. J'ai un DSI, ça se dépend s'il a vraiment une appétence ou s'il y a vraiment beaucoup de choses à incorporer sur cette partie-là. Mais oui, ce serait pas mal parce que derrière, vous aurez cette double culture, enfin cette même culture pour pouvoir enclencher vos projets. Je pense que lui sera plus à l'aise sur les aspects techniques, moins sur les aspects propres à la monde de la finance, et vous inversement. Donc c'est plutôt pas mal. Le certificat d'Untin, oui. Marc, pardon, je ne sais pas si ce DSI viendra, donc sera étudiant, hein, comme la DAF, ou le DAF, comme l'OR, pardon, c'est une DAF. En revanche, moi, ce DSI, je suis preneur qu'il vienne 1 heure pendant ma journée, parce qu'il y a souvent le débat entre DAF et DSI pour ces outils de RPA et d'IA. Donc, indépendamment de la présence du DSI dans l'ensemble du cursus, moi, je suis preneur de sa présence. Voilà. D'accord, très bien, oui. Alors, le certificat Doltin Accès à la communauté Dauphine Executive Alumni. Alors, techniquement, non, parce que derrière, en fait, je dis peut-être des bêtises, en fait, mais je ne suis pas... Dauphine Executive Eh bien, je ne sais pas. Parce que, entre guillemets, alors, vous n'êtes pas des étudiants au sens étudiant formation initiale classique. Par contre, vous êtes quand même dans la communauté. De toute façon, quand vous avez un certificat Dauphine. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une communauté Dauphine exécutive? Je sais pas trop en fait sur cette partie-là. Je ne sais pas vous répondre en fait. Je regarderai cette partie-là. Le certificat est-il aussi pertinent pour le secteur privé que pour le secteur public? Bah oui, parce que derrière, on a des processus comptables. Donc il n'y a pas de souci, on a la même chose. Donc là-dessus, il y a les mêmes gestions de projet, il y a même des fois des enjeux financiers qui sont même très, très importants. Et quand on regarde les mastodons financiers, enfin de digitalisation qui se sont plus ou moins bien passés dans le domaine du public, je pense que c'est pas mal de se former dans ce domaine-là. Je me rappelle qu'il y avait un truc qui s'appelait Ardoise, je crois, pour le ministère des Armées, qui portait bien son nom. Marc, pardon, pour apporter de l'eau à ton moulin, je peux dire à la personne qui posait la question que la semaine prochaine, justement, à la DFCG, nous avons un webinaire RPA dans les services publics. Donc, ça montre bien que c'est un sujet important, même aussi pour les services publics. Voilà. Alors, surtout quand derrière la RPA, il y a toutes sortes d'outils en fait différents. Lorsqu'on installait les ERP de manière cohérente, on faisait déjà, il y a quelques années de ça, des RPA, puisqu'on en profitait pour automatiser tout un ensemble d'opérations. C'est une évolution continue.
OK. Alors, donc ça, c'était pour le alors, quels sont les retours des participants sur les précédentes sessions? Bah, en fait, alors, il y en a un qui est visible tout de suite, hein. Si vous allez sur le site du certificat, vous avez un témoignage de Isabelle Semence qui, a fait part, bah, de son retour. Nous, moi, j'avais fait un alors on va formaliser un peu plus les retours parce qu'en fait, on a juste ce témoignage-là. Mais grosso modo, moi, ce que je peux dire, c'est que, ça leur a permis de voir plus clair dans les choix notamment de logiciels qu'ils avaient à faire. Et puis surtout, il y a une logique d'entraide entre eux qui marche bien. Ils sont souvent en relation, pour un peu, je dirais, bah, s'entraider sur des visions de choses diverses et variées. Et quand on était à la remise là, des diplômes là, récemment, bah, je voyais bien qu'il y avait cette dynamique qui fonctionnait bien en fait. Alors, ici, Thibaut, c'est quoi? S'il y en a une, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a une avec HEC et ses certificats. C'était quoi? Ah, il y en a une, d'accord. Ah oui, d'accord, OK. Oui, c'était sur l'histoire de la mais je pense que de toute façon, à partir du moment où vous êtes, stagiaire de la formation continue au niveau de Dauphine, vous faites partie entre guillemets, bah, de toutes les informations qu'on diffuse à ce niveau-là, en fait, de toute façon. Alors, Sylvain, il sera là pour le webinaire RPA, bah, c'est bien, donc ça, je pense que ça va être pour Armand. J'ai un parcours particulier, je suis DAF avec un bac S en poche. Est-il possible de vous inscrire? On peut tout à fait faire en fait des validations d'acquis. À partir du moment où vous avez une certaine expérience professionnelle et vous pouvez le montrer sur votre comment dire sur votre CV et un dossier. Donc c'est tout à fait envisageable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Donc il y a Sylvain qui répond. Donc, je laisse Sylvain et Armand entre eux. Sur mon voyage, hein. Hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Attendez, je regarde le chat. Alors, il y a Magali. Alors, non, qui nous remercie. Ben, merci Magali aussi. Merci pour ta participation. Ah oui, il y avait l'estimation, je crois que j'ai raté celui-là. Quelle est l'estimation du temps de l'estimation du temps de travail personnel pour valider cette formation. Alors, le temps de travail, mais je crois qu'il y avait une question aussi là-dessus, j'ai dû zapper. Le temps disponible pour faire le mémoire. Je vais répondre. Alors, le temps, donc, bon, vous avez le temps de participation aux sessions, hein, naturellement, donc une dizaine de jours, et derrière, vous avez le temps de préparation du mémoire. Grosso modo, on vous incite et on vous prépare très en amont pour que vous puissiez bien définir votre sujet. Il faut, définir votre sujet. Ça, on le fait de plus en plus tôt pour que vous soyez opérationnel assez rapidement. Après, il va falloir défricher le sujet et faire des interviews, rencontrer des personnes. Donc, c'est toujours intéressant, cette partie-là aussi. Donc, grosso modo, il faut penser quand même passer peut-être, un jour, 2 jours par mois, sur l'ensemble des mois en fait de la formation. Et après la rédaction, bah, une fois que vous avez bien préparé l'ensemble, bah, allez en 2-3 jours ça doit être fait sur la partie, donc heu, donc on va être sur quoi? 5-6 jours de préparation je pense, au total. Mais Ce qui est comment? intéressant aussi, dans le mémoire, c'est l'échange entre le candidat qui écrit le mémoire et puis la personne qui l'accompagne. Bien Hein. sûr, bien sûr. Donc, je crois que moi j'en ai fait l'expérience, on peut avoir des échanges très riches et arriver à des versions successives du Exactement, mémoire qui exactement. s'enrichissent au fil du temps. Ouais, Il ouais. ne faut pas zapper ce temps-là parce que c'est plein de valeur pour le candidat, notamment si le mémoire porte sur un projet ou un besoin d'entreprise qu'on aide à requalifier. Mmh. Tout à fait. Alors, l'estimation, donc ça on a vu. Merci Thibaut, merci Julien. Et puis, si on rate une des sessions, peut-on la rattraper? Alors, en fait, on fournit toujours les supports de formation, mais il n'y a pas de logique de rattrapage en soi. Maintenant, c'est pas pénalisant. Alors, naturellement, si vous ratez 60% du certificat, c'est compliqué, quoi. Mais oui, vous pouvez, s'il y a une session sur laquelle il n'y a pas de souci, on vous fournit le support.
ce qui n'est pas naturellement révélateur de l'ensemble de la journée que vous avez passée ou la demi-journée que vous avez passée. Alors, il y a une question de Geoffroy qui est en train d'être saisie. Marc, en attendant la question, les dates que tu as présentées, elles sont dans le béton ou Non, c'est du prévisionnel en fait, comme je disais en fait. Donc, alors, merci beaucoup. Ah, bien, d'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le certificat? Ok, donc il y a Geoffroy, Cécile qui nous quitte, très bien, et qui nous remercie. Nous aussi, on vous remercie de votre participation. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Donc l'objectif, de toute façon, c'était de finir avant midi. Donc derrière, si les dates sont prévisionnelles, les sessions en début de mois sont peu pratiques pour ceux qui clôturent mensuellement. Je sais bien, mais après, on est obligé de tenir compte des différentes vacances des uns et des autres et des congés pour que ça puisse être rentré correctement dans l'emploi du temps. Alors, dans le cadre d'un déplacement, le certificat ne pourrait pas durer plusieurs mois. Ah, c'est pour la Calédonie, c'est ça? Là, oui, on peut éventuellement faire un tir groupé. Oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est ça. Pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, on peut tout à fait le faire, mais après, il faut juste qu'on puisse voir ça comment. Enfin, après, c'est une question de planification des intervenants sur le sujet, quoi. Donc là, simplement, ça, Sylvain, si on faut voir l'ensemble, je vous propose qu'on on prend contact et on voit un peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. L'île d'Étain, automne, mais oui, c'est sûr que le bilan carbone n'est pas très bon, effectivement. Je suis d'accord sur le sujet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on libère tout le monde. Également du grosse, ouais, tout à fait. Écoutez, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, mais si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va vous libérer. On vous remercie effectivement pour votre participation et toutes vos questions, c'est intéressant. Et puis, merci à Denis, merci à Fabrice et Armand. Merci aussi à toute l'organisation de la DFCG qui a pris en main le sujet pour nous organiser ce webinaire. Alors, pour information, ce webinaire, vous allez pouvoir le retrouver en replay sur, que ce soit sur le site de la DFCG ou le site du certificat sur l'université de Dauphine. Voilà, écoutez, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt avec en direct éventuellement, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à poser toutes vos questions après vous avez nos coordonnées. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Alors, je ne sais pas techniquement comment on va s'arrêter. Je pense que c'est l'association qui va, la DFCG qui va peut-être nous l'arrêter. Ou moi, je peux peut-être l'arrêter, je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, merci et puis à très bientôt.